ce que je voulais vous dire en préambule. Et surtout, merci à vous. Merci à vous d'être venus, nombreux. C'est surtout ce qui me fait plaisir, c'est de voir qu'il y a des curieux, qu'il y a des gens que ça titille. En voyant ce thème, symbolisme, ces deux thèmes que je n'ai pas pu dissocier, il fallait les mettre ensemble, symbolisme et géométrie sacrée. Alors, le point de départ de tout ça, pour moi en tout cas, ça a été la découverte du nombre d'or. Donc c'est un point majeur, le nombre d'or, nous allons commencer par ça, nous allons en parler grandement. Retenez bien ça, c'est très important. Nous avons une spirale basée sur le nombre d'or qui est infini. Donc, dans les 4 règles de la création, comme je vous disais tout à l'heure. Et le premier des 4 règles, c'est le minéral, donc le cristal. Où est-ce qu'on va trouver le nombre d'or là-dedans? Eh bien, figurez-vous, je me suis amusé justement à faire une représentation ici d'un tableau sur Akhenaton et sur les Égyptiens, bien sûr, qui ont joué vraiment avec le nombre d'or de partout, mais aussi avec des connaissances astronomiques. J'ai vraiment pas le temps d'en parler, c'est dommage. Avec la correspondance de la constellation d'Orion, puisqu'on sait que les Égyptiens ont construit la constellation d'Orion au sol. C'était un Italien, un mathématicien au XIIe siècle. C'était un monsieur qui était passionné de recherche, de culture, de tout. Il a beaucoup voyagé, il est allé chez les Arabes, Mésopotamie, Babylone. Voilà, on va le retrouver partout ici. Regardez dans les tournesols, vous avez toujours des spirales comme ça, 2 spirales qui se croisent, une de 34 graines, une de 21 graines. 34-21, c'est dans la suite de Fibonacci, bien sûr. Et vous divisez. Donc ici, vous connaissez forcément ce dessin, l'homme de Vitruve, Léonard de Vinci, 1490. Il crée donc ce dessin très intéressant. Même les galaxies tournent sur des spirales, c'est des spirales dorées, ou en tout cas Fibonacci, puisqu'elles sont pratiquement imbriquées l'une dans l'autre, avec ces petits décalages. Et en fait, la nature qui va utiliser celle de Fibonacci, ici. Donc voilà la spirale de Fibonacci, comment on la trace? C'est super simple en fait, il suffit de compter des carrés. Luca Pacioli, qui était un moine franciscain, et c'était le professeur de mathématiques de Léonard de Vinci. Et quand il a vu que Léonard de Vinci était un passionné, un cherchant dans tous les sens, il dit celui-là, il faut que je lui donne le nombre d'or, c'est pas possible, parce qu'il est vraiment doué le petit, là. On va lui donner le truc. Et il a divulgué ce secret du nombre d'or, Luca Pacioli, à Léonard de Vinci. Pour lui, c'était une révélation hallucinante. Il l'a immédiatement mise en pratique dans ses créations, et notamment celle-là que vous connaissez très bien. Voilà ici, la Joconde, vous avez un magnifique ici rectangle d'or, et vous avez une spirale ici d'or, et vous voyez que la construction de la Joconde est construite, mais nickel dessus, voilà le menton ici, et cette spirale continue, pile sur la main, ça ne peut pas être un hasard, évidemment. Ici, cette région commune à 2 cercles. Ça, c'est ce qu'on appelle Salamandre d'or, on va en parler longuement tout à l'heure. Qui va après Léonard de Vinci jusqu'à Dali. Dali va utiliser aussi ce nombre d'or vraiment le plus possible. Donc la photo est un peu floue, je m'en excuse. Mais vous voyez ici par exemple le tableau lui-même, la longueur fait 618 fois la hauteur. Donc il a déjà choisi un tableau qui est sur le nombre d'or. Voilà un tableau ici que j'ai réalisé, qui est là d'ailleurs derrière vous là-bas, l'original. Et donc ce tableau est simplement pour vous dire qu'après dans les arts, on a tout à fait intérêt à utiliser ce nombre d'or simplement pour la disposition du sujet principal. Imaginez que le sujet principal soit pile au milieu. Et bien ça vous bloque tout. Vous ne pouvez pas rentrer dans le tableau. Il vous empêche d'entrer dedans. Vous avez notre étoile à 5 branches ici. Donc si on prend déjà les pointes, vous obtenez ici un triangle. 2 triangles d'or. Ça, on appelle ça le triangle sublime. Si vous divisez la longueur du côté ici A par B, vous allez tomber pile sur le nombre d'or. Et si vous reliez ici 2 pointes entre elles, vous obtenez ici un nouveau triangle, qu'on appelle un triangle divin. Voilà, on va parler un petit peu maintenant de la musique, avant de parler de la couleur. Je vais passer vite là-dessus, parce que c'est vraiment pour les musiciens, mais c'est un peu compliqué. C'est la partie la plus compliquée, donc je vais faire très vite, juste simplement vous montrer 2-3 trucs qui sont très intéressants. Par exemple, le La 440 Hz qu'on utilise pour le La 3, qui est sur le piano, La 3 440 Hz, qui permet d'accorder tout l'orchestre symphonique. Si vous montez le La suivant, le La 4, il est à 440 x 2, 880 Hz, le double de la fréquence. Retenez ça simplement, c'est très intéressant. Donc, mais par contre, ça tombe sur la même note, ça veut dire que la division par 2 est stérile, géométrique, qu'on appelle le cercle des quintes, le cercle ou le cycle des quintes. Et là-dedans, en fait, vous avez toute la musique occidentale qui est là. Avec ça, vous pouvez composer une symphonie. Il y a tout dedans. Et c'est simplement un cercle. Nous avons ici, par exemple, donc, notre note de départ, le Do. Alors, dans les couleurs, ça, évidemment, ça, c'est un truc qui m'éclate à fond, parce que j'utilise ça depuis 40 ans avec un immense bonheur. Et c'est vraiment de l'alchimie, croyez-moi. Les couleurs, c'est de l'alchimie. Mais ça s'apprend très simplement. Et c'est quand même dommage, pour ne pas utiliser un autre mot plus vexant, mais c'est en tout cas plus dommage, que certains artistes utilisent la couleur, jouent avec la couleur, sans connaître les lois d'harmonie basse qui s'apprennent en 1 heure. Mais ne pas connaître les couleurs primaires, secondaires, tertiaires et complémentaires. Il y a un exemple extraordinaire, c'est la vue de Delphes de Vermeer, que je vous conseille de regarder en détail. La vue de Delphes de Vermeer, peint en 1660.
Et Vermeer fait la vue de Delft. Et toutes les maisons sont en briques rouges. Bon, donc déjà, il y a du rouge. Il y a un beau ciel bleu avec une rivière devant qui reflète le ciel qui est bleu, et on a du rouge et du bleu. Il faut du jaune. Il faut bien du jaune. Et Vermeer le sait. Pourtant, on est après la Renaissance, mais il le savait très bien. Il a suivi tous ces tableaux, si vous regardez, sont harmonisés sur les 3 couleurs secondaires ou primaires. Donc voilà ce qu'on va obtenir. D'un côté, les couleurs chaudes, bien sagement rangées ici. Et ici, en théorie, les 3 couleurs froides. Je dis en théorie pourquoi? Parce qu'il y en a une qui colle pas. Monsieur Léonard de Vinci, évidemment, est tombé dessus, s'en est très fortement inspiré pour plein de choses, et surtout l'a étudié. Donc on trouve ça dans le Codex Atlanticus, donc ça ce sont des recueils de travaux qu'a fait Léonard de Vinci, qui sont à Milan. Il y a 12 volumes à 1200 feuillets. Le Triskel, voilà un tableau que j'ai adoré peindre, c'est un grand triptyque. Donc je suis en train de peindre les 2 autres, c'est le premier des 3 sur tout ce qui est les légendes celtiques, arthuriennes et la symbolique celte. Métatronos, le cube de Métatron. C'est ce que je porte ici. J'adore ce symbole. Donc ici, nous allons simplement relier les centres des 13 cercles en nœud. Et qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans? Eh bien, mesdames, messieurs, nous allons trouver la totalité des formes possibles dans l'univers. Et pour terminer, justement, la phrase de conclusion, je dirais que tout ça, c'est ce que nous avons découvert. Il y a évidemment tellement de choses que nous ne savons pas, que nous n'avons pas encore compris, que nous n'avons pas encore vues. Et mesdames, messieurs, je vous remercie.